qui sommes engagés depuis de nombreuses années dans la réduction des risques, nous avons vu mourir autour de nous des gens en quantité. Tu parlais d'hécatombe. Je veux dire, hécatombe, c'est un mot abstrait. Tout à l'heure, Sandrine disait Momo, Mansour, Nasser. Je me dis qu'au point où nous en sommes rendus maintenant du travail que nous avons fait sur Marseille, il est temps de se pencher un petit peu vers le passé. On nous a expliqué de façon extrêmement pointue tout à l'heure pourquoi toutes ces morts, qui sont souvent des morts liées au VIH, ont été sinon escamotées, du moins, enfin, personne n'en a jamais véritablement parlé. Et moi je pense qu'il faut qu'on s'arrête un peu maintenant dans le temps qui est le nôtre et qu'on y pense. J'ai demandé à Eric de faire un petit texte sur pourquoi c'est important pour l'avenir de la réduction des risques de parler du passé, de parler de ces gens-là. J'ai eu au téléphone un médecin qui n'a pas pu venir, que je connais, avec qui je travaille, qui n'a pas pu venir à cette journée, qui regrettait, qui m'a quand même fait part qui a connu l'épidémie VIH dans la fin des années 80, qui pratiquait déjà, qui pratique depuis 35 ans, et qui m'a dit, entre autres, pour rejoindre les propos de Sandrine et pour rejoindre cette question quand même des cités ou de l'immigration qui a été complètement ignorée, elle me disait, moi je me souviens, en 89, on allait carrément ramasser des corps, on allait au-devant des morts dans les cités, et tout ça était passé sous silence. Et elle me disait aussi, une des plus grandes erreurs du siècle au niveau de la médecine, mais pas pour jeter la pierre aux médecins, parce que c'est aussi dans un contexte politique, c'est l'instauration de la réduction des risques et des traitements de substitution en 1995 seulement, c'est-à-dire 10 ans après qu'au niveau des toxicomanes, des usagers de drogue, l'épidémie soit déclarée. Par ailleurs, ce qu'elle me disait, qui là était en lien avec le présent, c'est quand on est malade, on a besoin de respirer, au sens propre du terme, et que justement, et c'est là que je vais en venir dans mon texte, l'importance de la mémoire, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve confronté à un gros retour en arrière, à une politique de tolérance zéro, à une politique de répression, à une politique de prévention, observance absolument étouffante pour tout le monde. Et effectivement, les gens ne peuvent pas respirer. Et c'est extrêmement important. Alors tout d'abord, quand on parle de mémoire, c'est pas pour se souvenir pour se souvenir de ceux qui ne sont plus. Après avoir souvent mené un double combat contre le VIH d'abord et l'abandon des usagers à leur sort face à l'épidémie. Parce que c'est bien ça qui s'est passé en France et dans bien d'autres pays et qui continue de se passer dans certains pays. Car si aujourd'hui nous pouvons tenir ces aigus, si nous pouvons mettre en œuvre la RDR, si nous pouvons dispenser des produits de substitution, il y a derrière un historique d'années de souffrance d'abord, de combat. Le combat pour la RDR et la substitution n'a en effet pas été mené que par des professionnels. Les personnes faisant usage de drogue y ont largement pris part, ce, entre autres, avec la création de la SUD dès 1992, c'est-à-dire avant que quoi que ce soit ne soit mis en place. Cette historique est aussi marquée par la lutte que nous avons dû mener pour l'intégration et la reconnaissance de la place et des compétences des usagers dans le dispositif. Mathieu me parlait tout à l'heure de la place des usagers dans le dispositif en alcoolologie. Il a bien raison, parce que la place des usagers dans le dispositif réduction des risques est peut-être plus acquise, et soins, on commence un peu à évoluer là-dessus, mais rien n'est acquis. C'est un combat qui a été mené, c'est un combat qui a été mené dans la souffrance, c'est un combat qui a été mené par des gens qui étaient malades, qui souvent étaient voués à mourir et pas dans les meilleures conditions du monde. Donc, c'est aussi... cette historique est aussi marquée par la lutte que nous avons voulu mener. Cette historique ne doit pas être oubliée. Et il ne doit pas être oublié, non par nostalgie. Ce n'est pas une question, et comme le disait Béa, de nostalgie ou de morbidité, mais parce qu'il marque et porte toute l'ardeur, le militantisme et l'engagement que signifie l'autosupport, la RDR et la lutte contre le VIH. Parce que c'est ça qu'il nous a fallu pour lutter contre le VIH, c'est du militantisme, c'est de l'ardeur. C'est vraiment de la volonté.
Ce sont ces mêmes sentiments qui ont porté l'activisme et le plaidoyer pour que les toxicos soient enfin considérés comme des êtres humains qui méritaient dignité et respect. On a parlé aujourd'hui de respect et de dignité, mais ça aussi, il a fallu des années de combat pour le gagner. Non, on ne l'a pas gagné, je crois. On ne l'a pas gagné, mais on a largement avancé quand même. Qu'ils, ces usagers, avaient droit à des soins, du travail, un logement, une vie sociale avec ou sans drogue. Et je dis bien avec ou sans, c'est-à-dire que ça ne nous regarde pas à la limite s'ils veulent prendre des drogues, l'essentiel est qu'ils puissent avoir une vie de qualité même en prenant les drogues. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais qu'importe. Ces années où certains ont osé se lever et revendiquer le droit à l'usage, l'abolition d'une loi qui condamnait d'avance toute personne faisant usage à être étiqueté criminel, délinquant ou patient psychiatrique, mais surtout pas citoyen ou citoyenne. Ces années où même malades, les personnes se voyaient refuser des soins hospitaliers. Je n'ai pas besoin de rappeler à certaines personnes présentes ici comment les patients VIH qui étaient usagers de drogue se faisaient jeter des services, étaient refusés dans les soins et crevaient dehors. En grande souffrance, quand ils étaient en grande souffrance, ils n'avaient pas droit à un quelconque médicament qui les aurait soulagés, parce que dépendants, manipulateurs ou menteurs pour obtenir des drogues. Ces années où beaucoup sont morts dans la solitude et la plus grande misère. Parce que ça aussi, c'est notre réalité. Garder vivante et transmettre la mémoire, c'est aussi se rappeler que rien n'est définitivement acquis jusqu'à ce que les lois soient abrogées ou pour le moins profondément changées. Et ça, on le voit aujourd'hui. Les lois n'ont pas été changées. Il y a eu des décrets, il y a eu la mise en place de certaines choses, mais la répression revient, les usagers entrent de nouveau dans la clandestinité, il y a une peur même de faire appel aux services de secours quand il y a des overdoses, une reconnaissance des overdoses avec le retour de l'héroïne. Bref, on est en train de repartir à zéro. Et comme le disait Sandrine, merci aux décisions politiques qui sont prises en ce moment. Garder vivante et transmettre cette mémoire, se rappeler que dans bien des pays, ces avancées n'ont pas eu lieu. Parce que la réduction des risques n'est pas acquise dans le monde entier, loin s'en faut. Il y a des pays où on torture les gens. Il y a des pays où on exécute les gens pour l'usage de drogue. Ce n'est pas des pays où on leur donne des seringues. C'est des pays, à la limite, si on leur donne une seringue, c'est une seringue avec du poison dedans pour les achever. D'accord ? Se rappeler de ça, rester vigilant lorsqu'on veut nous ramener en arrière, ce qui est le cas en ce moment en France, même s'il y a des débats sur les salles de consommation, la volonté politique du pouvoir est de nous ramener en arrière. Et c'est aussi se porter garant que chaque fois que nécessaire, nous nous lèverons encore et nous nous battons, et qu'après nous, d'autres le feront. L'historique et la mémoire ne sont pas que des histoires de vétérans, même si moi je peux en paraître un, mais les forces vives de nos combats. Tous ceux que nous avons connus et qui ne sont plus avec nous restent dans nos cœurs. Mais il y a aussi tous les autres. Et c'est un devoir que de ne pas l'oublier.